Salut à tous et bienvenue dans cette déjà la 10e de la causerie par le travail de l'ombre. Voilà, je suis toujours très content de vous retrouver pour revenir un peu sur le match, évidemment, de l'Olympique de Marseille, et puis surtout pour partager avec vous, parce que vous le savez, ma rubrique, voilà, c'est ma petite bulle, mon côté tactique. Je vous partage ça sur les réseaux, sur mon site internet, sur mon application. Mais voilà, après, on a simplement des retours en commentaire. Là, c'est vraiment cool d'interagir en live avec vous sur le chat. On a déjà Pingo972 qui est là, salut la team, et d'interagir également avec mes invités. Donc voilà, c'est mon petit espace libre et vous le savez, j'aime ça. On est déjà à la 10e, ça va très vite. Et donc j'espère que vous allez prendre pour cette émission autant de plaisir que moi. Émission un petit peu particulière aujourd'hui parce que je n'ai pas un invité, mais deux invités. On va interagir à 3 aujourd'hui. Vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis le début, la semaine dernière, j'ai essayé d'ouvrir un petit peu l'émission à des supporters pour que des supporters viennent dans cette émission donner leur avis, s'exprimer. Des gens, évidemment, qui suivent mon travail, qui apprécient, qui soutiennent. Donc, c'est aussi l'occasion pour moi de vous redonner un peu toute la force que vous me donnez. Et donc, aujourd'hui, plutôt que d'en avoir un, j'ai 2 supporters. J'ai donc Maxime, il y a donc Maxime et Guillaume qui sont avec moi. Salut les gars. Salut Kevin. Alors, pour que ça soit très clair, on a Maxime qui est en bas avec le maillot de l'OM 93 et on a Guillaume là-haut qui est avec le maillot petit hommage au Brésil si je me trompe pas. Et tu nous as dit Floqué Sparagna d'ailleurs. Ouais, exactement. De l'année Bielsa. Exactement. On a Artistman qui nous passe un petit coucou. Il y a Pingo qui en profite pour me féliciter sur mon travail et sur mon évolution. C'est top, merci, ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi d'être là. Et ben écoutez les gars, on va prendre le temps de vous présenter en milieu d'émission, mais j'ai envie qu'on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Après ce match, cette belle victoire d'ailleurs à Brest, j'ai envie de vous poser une question très simple. On va commencer avec toi par exemple, Guillaume. Est-ce que c'est pas un peu la victoire des remplaçants, j'ai envie de te demander? Alors, forcément, t'es obligé de penser à ça parce que t'as Harit qui te sort un gros match. T'as Pape Gueye aussi qui est titulaire. Lui, il était sur quelques titularisations récemment. Depuis son retour de la CAN, mais c'était pas régulier, effectivement. Ouais. Mais à côté de ça, moi, je dirais avant tout que c'est la victoire d'un collectif parce que sur les derniers matchs, je trouve qu'il y avait une faillite collective quand tu regardais à Clermont, Troyes ou Monaco. C'est l'équipe qui plongeait. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment le collectif qui a repris le dessus sur le match, quoi. Ok, très intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Maxime? Bon, je suis assez d'accord avec Guillaume. Après, en fait, il y a vraiment une notion de rotation avec Sampaoli où on a quand même la colonne vertébrale, Camara. Gendouzi, Gerson, tout à fait. dont tu as beaucoup parlé. Ouais. Et puis la rotation avec Pape, Harit et tout. Et puis on voit très bien qu'on peut jouer sans Payet, quoi. Et que limite le jeu fonctionne, enfin la balle circule mieux verticalement sans Dimitri. Ouais, ça c'est intéressant. Que des bonnes choses à retenir. Ouais, ça c'est intéressant ce que tu évoques, l'absence de Dimitri Payet. On va y venir. On a Léo Zigno qui nous fait un petit coucou. Donc je sais sur Twitch, il faut citer beaucoup les pseudos. Les gens aiment bien ça. Donc vous inquiétez pas, parfois je vais couper un peu pour citer les pseudos et ceux qui sont là. On nous parle aussi de Lirola. On va y venir, promis, Pingu. Donc ouais, effectivement, J'aime bien ce que tu as évoqué, le fait qu'on a retrouvé presque un collectif et que la victoire est presque plus collective que de souligner les remplaçants. Toujours est-il que on a vu du changement, je trouve. Et moi, j'ai la sensation, vous allez me dire ce que vous en pensez, les gars, mais que sur ce match, alors on a toujours envie de dire que ça va peut-être marquer un tournant, que c'est un tournant de la saison, on a l'impression de l'entendre tous les week-ends. Donc je vais essayer de ne pas le dire, mais j'ai l'impression, peut-être en tout cas, que c'est un match important, une victoire importante pour Sampaoli, parce que j'ai eu la sensation qu'il est un petit peu sorti de sa bulle, il s'est un peu ouvert un peu plus. J'ai la sensation qu'il a été un peu plus à l'écoute, que ce soit de ses propres joueurs. Je pense par exemple à un Milik qui demandait de jouer plus régulièrement, etc. Peut-être à l'écoute des supporters également, qui commençaient à être un peu en colère, on l'a vu, que ce soit à cause des résultats, mais également par le jeu produit. Et les choix de Sampaoli. Et puis peut-être avec son président, on a entendu parler qu'il y avait eu quand même quelques discussions avec le président. Voilà, j'ai la sensation qu'il est un petit peu sorti de sa bulle, il est resté moins obtus, il a été plus à l'écoute, d'où le titre de cette émission.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là? Tiens, commençons avec Maxime, par exemple. Je suis tout à fait d'accord. Enfin là, il y a eu 2-3 matchs où ça allait pas. Et je pense que la force de Pablo Longoria, c'est de dire les choses vraiment de manière très factuelle, hein, sans insulter, mais vraiment de manière factuelle. Et je pense que Sampaoli, contrairement à sa réputation d'El Loco, et je pense que aussi c'est contrairement à Bielsa, Sampaoli, il est pragmatique. Okay. Et je pense que là, il a vu que, enfin, il y a une petite crise, hein, et ça arrive. Je pense que c'est la première crise qui nous arrive pour la saison. Sous l'air Sampaoli, corriger le tir. Ouais, puis donc, tu disais que le président disait les choses de manière factuelle. Je crois surtout qu'on a un président qui connaît le football, et ça, c'est peut-être plus facile pour faire passer des discours. Qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? Bah forcément, ton président, pour ne pas citer l'ancien, forcément, c'est beaucoup plus pratique. Ouais. C'est qui déjà l'ancien? L'ancien, je sais plus, je crois qu'il va bientôt être totalement viré en plus. J'ai vu 2-3 trucs passer. Ouais. Mais non, vraiment, le ressenti que j'ai eu, moi, c'est qu'à Marseille, tu as toujours des hauts et des bas dans une saison. On se met le feu dans les deux sens parce qu'on est comme ça ici. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la manière dont la crise est gérée, parce qu'il y avait une crise, mais plus une crise de résultats. Et un peu de jeu aussi, je dirais partiellement parce qu'on a vu des bribes de matchs intéressants, mais la manière dont ça a été géré, moi je trouvais ça intéressant, c'est que ça a discuté, ça a parlé, tout le monde a mis du positif et ça s'est ressenti sur le terrain. Moi je trouvais que les joueurs, ils avaient une attitude positive justement, et ça s'est retranscrit je pense par un changement à la fois de Sampaoli qui a redonné de la confiance en fait aux joueurs. Il a retrouvé la confiance avec ses joueurs et il le rend après derrière sur le terrain. Parce que voir un Minarit, sans rentrer dans le détail de son match, mais vu comment il s'est donné sur ce match, un mec qui a été mis au placard pendant des mois, pour qu'il te donne autant, c'est que forcément il y a quelque chose qui passe bien avec le coach, avec le groupe. Même mais t'as entièrement raison, même dans l'attitude des joueurs, que ce soit les remplaçants, ceux qui sont rentrés, sur les buts. Si je me trompe pas, sur le but alors attendez, il y a un but où il va vers le banc de touche et en fait il va fêter ça avec ses coéquipiers. J'ai un doute si c'est Milik, mais en tout cas je sais que les commentateurs ont dit qu'ils allaient vers Sampaoli en fait pour fêter par rapport à son anniversaire, et en fait ils sont allés fêter ça avec les remplaçants. Donc ça, c'est un truc important. Milik, ces derniers temps, qui chaque fois qu'il sortait, était un peu en colère, le vivait mal. Là, il avait le sourire. C'était beaucoup mieux. Donc, effectivement, on n'est pas dans le vestiaire, on ne pourra jamais savoir, mais j'ai la sensation qu'il y a eu beaucoup de discussions, peut-être, sur les jours précédents, et que, effectivement, là où il pouvait peut-être y avoir une cassure, alors effectivement c'est facile à dire après cette victoire et après une prestation plutôt intéressante, mais j'ai la sensation qu'on a retrouvé plutôt un groupe assez soudé et comme tu le soulignais avec la victoire du collectif, vraiment on a senti une unité, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Maxime, si tu es assez d'accord avec nous, mais il y a quelque chose qui s'est dégagé de cette rencontre au-delà de la victoire, quoi. Ouais, je pense que dans le vestiaire il y avait des choses qui devaient être dites. Enfin, que ce soit via Steve, que ce soit via Arcadius ou Dimitri. Enfin, je pense que dans une saison, il n'y a pas toujours tout qui se passe bien. Il a fallu parler, enfin véritablement réajuster quelques points. Et c'est bien qu'on ait des joueurs avec du caractère qui disent ce qu'ils pensent, plutôt que des gens, enfin comme je ne traite pas l'exemple de Paris, mais qui ferment leur gueule et puis qui encaissent juste le chèque à la fin du mois. Yes, on a... Oui, pardon, continue. Je pense qu'il faut qu'il y ait un peu de conflit dans le groupe. Et après, ça revient à la normale quand tout est nettoyé, quoi. Enfin, tu vois, avec Amine, je pense qu'il n'a pas de rancœur envers le coach. Voilà. Enfin, mais il faut le ressortir au bon moment. Ouais, vous avez été surpris tu parles d'Harit, là, qu'il a été placardisé comme ça. Est-ce que ça vous a surpris? J'ai lu beaucoup de commentaires de gens qui disaient qu'il avait mis au placard un peu tôt, un peu rapidement. C'est votre avis aussi? Je pense qu'il a mis... Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il mettait des gens au placard de par son non-turnover / non-coaching. Ouais. C'est-à-dire qu'il faisait très peu de changements. Sampaoli, dans les matchs, ou alors il faisait rentrer à la 85e minute. Et on va pas se mentir, si tu fais rentrer, peu importe que ce soit Harit, Conrad de la Fuente ou Luis Enrique à la 85e minute,
autant dire que c'est les minutes normalement que tu laisses à un petit jeune ou que Ouais, bien sûr, Ouais. tu as raison. bien que c'est le changement pour faire souffler. Enfin, tu mets pas dans les bonnes conditions, tu fais pas du vrai coaching. Et tu peux rajouter à cela, pour appuyer tes propos, qu'il les faisait rentrer en plus souvent à des postes qui n'étaient pas les leurs en plus. Tu as raison. Je te laisse continuer. Ouais, pardon. Je t'ai coupé du coup. Non, mais je croyais que Max voulait intervenir aussi. Vas-y, Max. Mais oui. Non, enfin, je suis d'accord. Et ouais, faut respecter. Alors, je pense qu'il y a un point, c'est sur les jeunes. On en a vu quasiment aucun, sauf Targaline. Donc ça, peut-être attention. Enfin, peut-être qu'on a des vrais talents. Après, ouais, enfin, faire rentrer les gens pas à leur poste. Moi, je pense un peu à Alvaro. Je pense un peu On nous le à dit dans le chat. Rongier. Au début, je pense qu'il était totalement perdu. À Pape Gay, ou Conrad. Enfin, faut faire attention quand même. Moi, je me fais un peu de soucis pour Alvaro. Faut pas le perdre. Ok. Bah, là, il était même pas dans le groupe en plus, Alfaro. Ouais, pas dans le groupe. Ça rejoint les gestions humaines du coup. Mhm. Mais c'est vrai que tu as des joueurs, tu te dis, Alvaro, comment il peut passer de joueur important dans l'équipe de par sa motivation, son état d'esprit, à ne plus être sélectionné dans le groupe. Parce que même si on peut louer le Sampaoli, ce qu'il a fait sur le match, il y a des choses encore où on ne sait pas tout. Et on peut se dire quand même, bon, c'est moyen. Quoi. Bah, moi, je vois que vous êtes d'accord, donc je vais me faire un peu l'avocat du diable. Mais pour moi, Alvaro, c'est évidemment pas dans l'attitude, dans ce côté meneur d'homme, etc., qui est le problème. C'est simplement footballistique, je pense. Et que Alvaro n'a pas les qualités nécessaires que recherche Sampaoli dans un défenseur central. Je pense notamment à cette qualité de relance, voilà, cette intelligence tactique et tout. Voilà, je pense tout simplement que c'est pour ça qu'il est écarté. Après, voilà, si je dois aussi me contredire, faire la balance, je sais que par exemple sur la dernière titularisation d'Alvaro, j'ai été très très étonné par ses relances, où je l'avais trouvé très bon dans la prise de risque, avec des passes qui cassent des lignes, etc. Donc je trouve qu'il avait plutôt saisi sa chance et que derrière, bon, il l'a replacardisé, mais je pense tout simplement que c'est un problème de profil, en fait, que le profil d'Alvaro ne convient pas du tout à Sampaoli et que c'est pour ça qu'il est mis de côté, hein, tout simplement, je pense. Est-ce que c'est pas un délit un peu de sale gueule, entre guillemets, plus que vraiment... Parce que moi, je l'ai jamais vu faire un match catastrophique cette saison. Je l'ai jamais trouvé vraiment en dessous... Sur un match, on se dit, bon, bah là, c'est pas possible, Alvaro, on peut pas continuer. On peut pas continuer, il n'a jamais vraiment été instauré dans la continuité, mais tous les matchs, il a fait des matchs d'Europa League, si je dis pas de bêtises, pour dépanner, faire tourner un petit peu, parce qu'il n'était pas un titulaire indiscutable. Mais en tant que remplaçant, à chaque fois qu'on lui a demandé de faire un match ou quoi que ce soit, il n'a jamais déçu, en fait. C'est pour ça que la mise à l'écart semble un peu peut-être bizarre. Ok. Non, mais après, Alvaro, il a été prolongé sous Longoria l'été dernier, si je ne m'abuse. Ouais, tout à fait. Donc, il le connaissait un peu quand même déjà. C'est vrai. C'est une bonne remarque, ça aussi. Ça, c'est vrai que c'est un point intéressant et qu'on peut se poser des questions là-dessus. Tu as tout à fait raison. On va basculer un petit peu sur l'aspect tactique. Vous savez, c'est ce qui me passionne. J'aime m'appuyer sur des images pour illustrer mes propos. Et ça permettra aussi, effectivement, de basculer sur, par exemple, l'absence de Dimitri Payet, comme tu as pu en parler un petit peu, Maxime, je crois, si je ne me trompe pas. On va pouvoir basculer sur la prestation de Gerson, etc. Je vais tout simplement revenir. Vous savez, j'aime bien revenir sur ma petite capsule du lundi pour voir si, d'abord, je suis en accord avec mes invités, si j'ai été tout à fait clair et si sur le chat, on est d'accord avec tout ça. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai parlé du match d'Harit. Mince, je vois que je n'ai plus à l'image Guillaume. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Pardon, j'essaie de régler ça rapidement si jamais j'y arrive. Sinon, je suis désolé. Oui, t'étais caché en dessous. C'est pour ça. Voilà, désolé pour ce petit problème technique. Hop, petit décalage. Donc je disais, oui, j'ai parlé du match d'Harit. Alors, j'ai essayé d'en parler un peu de manière différente, puisque évidemment, ce qu'on a retenu avant tout d'Harit, c'est l'aspect offensif, puisque le joueur a quand même réalisé un but, une passe D et une avant-dernière passe. Alors, je sais qu'on ne les calcule pas dans les stats, mais vraiment, c'est important. Vous le savez, je l'ai assez illustré à travers mes analyses.
Et j'ai voulu aussi souligner, donc là, on va rester sur l'aspect offensif. Vous le voyez, notamment ses prises de balles. Là, on le voit au cœur du jeu, à ce moment-là. Il va effectuer une prise de balle vers l'avant. Ce que je voulais souligner, c'est que ici, ces derniers temps, et je ne vise vraiment pas de joueur particulier, vraiment, c'est dans l'ensemble, comme on disait, dans l'aspect collectif, ne serait-ce que dans l'état d'esprit, je pense que dans cette situation, beaucoup seraient repartis en arrière et auraient... parce que là, on est sur une récupération de balles où vous voyez, il y a le Brestois qui est totalement pressé par Guendouzi, Harit et Pape Gueye. Et donc, on a une récupération de balles. Et là, la plupart du temps, on aurait fait cette fameuse passe en retrait sur Balerdi pour, entre guillemets, sécuriser notre récupération du ballon. Ici, Harit, lui, ne va pas se poser de questions. De suite, il va prendre le ballon, orienter son ballon vers l'avant. Alors qu'on le voit, finalement, la seule solution qu'il peut avoir devant lui, c'est Milik ici. Je vous le mets correctement, voilà, Milik ici. Et donc, je pense que, en tout cas, ces derniers matchs, vous ne sauriez pas me contredire que on aurait plus opté pour la passe en retrait. Et Harit, il a vraiment amené un souffle nouveau sur cette rencontre, à toujours vouloir aller de l'avant, que ce soit dans ses prises de balles, que ce soit dans ses contrôles, dans ses décisions. Un autre exemple, ici, quelques minutes plus tard, vous voyez, il est pressé par tous les Brestois. On peut voir ici que Balerdi fait d'ailleurs le geste du bras pour dire de faire la passe en retrait, soit vers lui, soit vers Paul Lopez. Or, Harit, ici, par une feinte de corps, il va éliminer 2 joueurs, il va aller se projeter vers l'avant, alors que, encore une fois, finalement, la seule solution un peu intéressante vers l'avant est Milik. Et ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant dans ce qu'il nous a apporté offensivement, et notamment dans ses prises de balles. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez remarqué, vous aussi ? Bah, totalement. Si on compare le match de Brest par rapport au dernier match que tu prends rien qu'à domicile, moi j'étais au match de Clermont par exemple, le nombre de prises de balles vers l'arrière, c'est tout ce qu'on reprochait en fait à l'OM de Sampaoli, c'était de jouer à la baballe, faire 36 000 tours. Et là, avoir un joueur qui fait des prises de balles comme ça vers l'avant, en fait, tu le vois tout de suite, ça crève l'écran, quoi, complètement. Maxime, t'es d'accord aussi, j'imagine ? Oui, non, mais ça rendait fou. Enfin, après, je trouve que c'est surtout sur les matchs à domicile, où ça ronronne, où t'as un bloc bas en face et où on joue à la baballe. Mais ouais, enfin, le foot, c'est le jeu, c'est de la prise de risque, c'est aller vers l'avant. Et ce qu'a fait Harit, enfin, ça fait vachement du bien. Enfin, je dis pas qu'il faut faire tout ça à tous les matchs, parce que je pense que c'est usant physiquement, et puis, enfin, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure sur la fraîcheur physique du groupe et le peu de blessures. Et t'as l'impression que les gars, ils jouent toujours avec un frein, et que Harit, là, il sort, il est tout frais, et puis il veut casser la baraque, et puis, voilà, le foot, c'est jouer vers l'avant et puis aller au but. Ouais, t'as totalement raison, et je suis entièrement d'accord avec toi. On était trop dans... Très, très plaisir. On est trop dans la sécurité, on n'était pas assez dans la prise de risque. J'ai cessé de le répéter tout au long de mes analyses et de mes lives. Et effectivement, tu as raison. On a Ertistman qui nous dit effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est le meilleur match d'Harit. Mais jusqu'à maintenant, il n'avait pas été génial. Et à sa décharge, il est souvent entré en jeu à un autre poste que le sien. Effectivement, on essaiera d'y revenir là sur le fait qu'il ait été placardisé. À la fin de cette petite analyse sur Harit, je pense que ça peut être intéressant. Il nous dit aussi qu'on a eu un jeu très vertical cette fois, et fini les matchs d'handball. C'est exactement ce que j'ai voulu illustrer, en tout cas à travers la prestation d'Harit. Et si là je vous ai montré tout cela par la prise de balle, je voulais vous montrer aussi à travers une séquence que ça a eu lieu aussi à travers la passe. Vous le voyez ici, j'ai illustré avec la flèche noire la passe vers Camara, qui est une passe certes latérale, mais qui est faite pour aller vers l'avant. On voit que devant lui, Camara a énormément d'espace ici pour se projeter. Et donc Harit, pardonnez-moi, l'a fait en une touche de balle, cette passe, et donc crée le décalage sur Camara. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que pourtant, il a des solutions en retrait, les fameuses solutions sécurisées qu'on a évoquées là, notamment avec Guendouzi ici, notamment avec Balerdi ici, si je ne me trompe pas, voire après un contrôle écarté sur Lirola, ça aurait été un petit peu les solutions classiques, j'ai envie de dire. En tout cas, les solutions qu'on opte ces derniers temps. Et aujourd'hui, enfin dimanche, Harit, il a vraiment fait le choix Camara, et ça, c'est intéressant. Et vous allez voir que sur l'image d'après, ça, c'est encore plus intéressant, je trouve, c'est que on a Harit qui est situé ici, j'imagine que vous ne l'avez pas perdu de vue, et qui vient se proposer effectivement dans cette zone
au cœur du jeu de manière très intéressante. Donc on a Camara ici qui finalement pourrait presque rejouer sur Harit et progresser, même si à sa décharge, les solutions offensives ne sont pas très nombreuses. Donc Camara, lui, va faire le choix de suite, de par sa prise de balle, de stopper un petit peu l'offensive, la transition, et de rejouer en arrière, il me semble, sur Pape Gueye, voire sur le latéral. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'à la fois Harit fait un choix de passe offensive, avec une prise de risque, comme vous l'avez évoqué, qui est intéressante, et en tout cas qui est beaucoup plus risqué que ce qu'on a vu sur les matchs précédents. Et ensuite, en plus, il ne s'arrête pas là, puisqu'il va se déplacer et reproposer une solution. Donc, que ce soit dans la prise de balle, que ce soit dans les passes ou dans le mouvement, il a été très intéressant. Et là, à travers Camara, on retombe un peu dans nos travers, même si j'ai pas envie de tomber sur Camara, qui est plutôt un joueur intéressant dans ce domaine, et de par la situation où finalement il y a peu de solutions offensives, mais Camara va avoir tout de suite ce réflexe de sécuriser la possession du ballon et de repartir vers l'arrière. Donc vraiment, je trouve qu'ici, on a l'exemple parfait pour illustrer tout cela. Mais en même temps, et là je me contredis, on a vu que sur la première action et sur le but que l'on marque, Harit, quand il fait la prise de balle, il n'a qu'une seule solution, c'est Milik, et pourtant on a réussi à marquer. Donc Camara, finalement, on se dit que peut-être il aurait pu profiter de cette transition pour se projeter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur tout ça? Est-ce que surtout j'ai été assez clair dans mes illustrations? Tiens, Maxime, pardon, c'est vrai, il faut que je lui donne la parole pour pas... Maxime. Ouais, non, je suis totalement. Camara, je pense que c'est l'un de ses gros axes de progression. C'est le jeu vers l'avant. Il est encore trop défenseur dans l'âme. Après, bon, c'est vrai qu'il sécurise pas mal quand il est là. Mais tu vois, rien que sur les courses d'Harit, en fait, ça fait une énorme différence. Puis même si tu perds la balle, tu vois, il fait ses courses, il casse les lignes, il va perdre la balle, mais il va remonter tout le bloc. Donc derrière, en fait, t'as toute l'équipe qui est haut sur le terrain et tu peux récupérer la balle vite. Après, je dis pas qu'il faut faire ça tout le match. Hein. Il y a des moments où il faut savoir gérer aussi, et c'est là où voilà, il faut alterner parfois un peu entre phase intense et puis phase où il faut un peu plus se gérer. Et c'est là où on doit beaucoup plus progresser. Mais on a déjà des bonnes bases. Il suffit pas de grand chose, je pense. Ouais, effectivement, il suffit pas de grand chose et on l'a vu avec un élément nouveau, un élément qui a envie de se montrer. Voilà, ça fait un petit peu basculer les choses. Guillaume, tu es d'accord aussi là-dessus? J'ai été assez clair aussi pour toi sur tout ça? Ouais, totalement. Mais au final, je me dis que Camara, lui, c'est vrai que c'est pas dans son rôle. On voit bien que c'est pas un milieu relayeur et que lui, il va chercher à sécuriser la possession avant tout. Et il est pas dans la prise de risque Camara, mais on peut pas vraiment lui en vouloir au vu du match énorme qu'il fait. Ouais, il fait un match énorme. Derrière, Camara, il est très utile dans les phases de transition défensive. Et c'est plutôt un Gerson, voire un Guendouzi qu'on va attendre des projections de la sorte, des prises de balle fortes vers l'avant. Camara, comme il sait que derrière, il va devoir faire 20-30 mètres pour cavaler s'il la perd la balle. Bon, vas-y. Celle-là, je l'attends pas. Totalement, mais l'idée n'était vraiment pas de dénigrer Camara, mais plus de se servir de lui comme exemple pour voir que finalement en quelques secondes on voit les opposés en fait entre un Harit qui prend le risque nécessaire, la prise de balle vers l'avant, et plus un Camara qui va temporiser. On a Kyojiro, 93, qui nous dit pourquoi pas de vidéo mais des images, choix ou c'est histoire de droit d'image. Écoute, tu as répondu parfaitement à la question. Je peux malheureusement pas utiliser des vidéos parce que Twitch, j'aurais des problèmes avec Twitch. Twitch me bannirait. On nous demande, est-ce que l'absence de Payet n'a pas permis à d'autres joueurs d'être beaucoup plus créateurs? Exemple, Harit, Gerson, Guendouzi, qui ont beaucoup plus brillé offensivement qu'à l'ordinaire. Alors, avant de continuer sur Harit, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. C'est une question très intéressante et c'est un sujet que je voulais évoquer. Est-ce que finalement, l'absence de Payet n'a pas débloqué certains joueurs? Guillaume, s'il te plaît. Forcément, un joueur comme Payet, quand tu sais que tu l'as sur le terrain, tu as des statuts. C'est-à-dire si tu vois Payet à côté de toi, tu as envie de lui donner le ballon parce que tu sais que lui, il peut te faire la passe, il peut te faire le geste qu'il faut, quoi. Et quand il n'est pas là, moi j'ai l'impression, c'est ce que je disais au tout début, c'est qu'on a retrouvé un équilibre plus collectif, je sais pas, non pas à dire que Payet sur le terrain fait que le collectif n'est pas bon, mais quand tu as des joueurs importants comme ça qui ont un statut, en fait, ça influence forcément les gens dans leur choix de passe, de course et des décisions en fait sur le terrain. Donc forcément, ça libère des joueurs qui sont plus jeunes
et qui ont pris leur place, tout comme Marie, par exemple. Après, ça n'empêche pas la complémentarité aussi, comme on l'a vu avec Gerson, qui arrivait très bien à combiner avec Payet sur les matchs précédents, qui a encore été très bon ce soir, avec son Payet de manière indépendante. Ouais, on a Ertisman qui nous dit Payet aimante les ballons, c'est exactement ça. Et tu parlais de statut, etc. Mais voilà, ne serait-ce qu'en qualité, quoi. Forcément, on a envie de donner le ballon offensivement à Dimitri Payet. On sait que c'est notre créateur, notre meilleur joueur techniquement, qu'il est capable en une passe de faire toute la différence. Donc, effectivement, ça influence. Moi, je pense qu'au-delà de la prestation d'Harit, où on pourrait se dire qu'il s'est totalement lâché en l'absence de Payet, moi, pour illustrer cela, j'aurais presque envie de m'appuyer plus sur la prestation de Gerson. Pour ceux qui me suivent assez régulièrement, j'ai fait une vidéo notamment, je crois que la semaine dernière ou celle d'avant. J'en fais tous les 3 jours en ce moment, je suis un peu perdu. Le match d'avant sur Gerson, je crois. Ouais, ça doit être le match précédent, où j'illustrais finalement que Gerson, il travaillait énormément au profit de Dimitri Payet en fait. Est-ce que ses déplacements attiraient les adversaires, libéraient Dimitri Payet de par ses appels, etc. Et là, ce qui m'a beaucoup plu, notamment dans la prestation de Gerson, c'est qu'il a pris les choses en main et on a vraiment senti que les déplacements qu'il faisait habituellement avec Payet, il faisait les mêmes, mais cette fois, il recevait les ballons. Donc, il n'a pas eu peur de prendre ses responsabilités. J'ai vraiment eu la sensation qu'il y a eu une vraie progression et qu'il s'est presque comporté en meneur d'homme, quoi, presque, Gerson, sur ce match. Qu'est-ce que t'en penses, Maxime ? Carrément, hein. Je pense que Gerson, déjà, tactiquement, c'est un joueur qui est très, très smart. Je pense que tu l'as pas mal souligné dans tes vidéos. Enfin, je me souviens encore des half spaces. Oui. Les fameux. Mais oui, enfin, là, moi, je pense que Payet, faut qu'il rentre dans une rotation. Faut pas le mettre à tous les matchs. Faut que les joueurs, ils apprennent à jouer sans lui. Et que, tu vois, un Guendouzi, il peut s'épanouir. Même un Camara, on parlait d'Harit. Wunder aussi, je pense qu'il peut rentrer dans un rôle de meneur excentré que, voilà, enfin, avec notre équipe, normalement, le danger, il vient de partout, hein. Mm-hmm. Enfin, je pense qu'on a une belle armada et ça, on le souligne pas assez. Et même sur le banc, quand tu vois ce qu'on a, tu vois, t'as des mecs qui peuvent exploser comme Conrad de la Fuente, comme Luis Enrique, bon, plutôt version AVB, mais non, enfin, le danger, il peut venir de partout chez nous. Donc, parfois, faut que Payet, faut qu'il lâche un peu son influence, même si, bon, c'est notre meilleur joueur. Et oui, difficile de s'en passer quand même. Si je devais rebondir sur tes propos et te poser une question, Guillaume, est-ce que tu dirais que finalement, avec Payet, on ne devenait pas presque trop lisible ? Totalement. C'est possible, hein, franchement. Tu regardes le match contre 3, à l'aller au retour, ils ont fait la même. Ils ont dit à Adil Rami, tu prends Payet, tu lui colles aux fesses et tu ne laisses pas toucher un ballon. En match aller, bon, on a mieux réussi qu'au match retour, mais c'est un peu football district. Tu dis, il y a le petit numéro 10 en face, on fait marquage individuel. Et comme il n'y avait que lui qui créait les décalages, forcément, c'était beaucoup plus facile de tout cadenasser, quoi. Mm-hmm. Et comme dit Max, le danger doit venir de partout à l'OM, en fait. On doit attaquer à gauche, à droite. Et c'est vrai que Gerson, là, il a vraiment pris une grosse ampleur sur ces derniers matchs. Ouais. Et rien que dès la 2e minute, moi, quand il fait cet appel, là, sur tes premières images, quand tu montrais, il part du milieu de terrain. Ouais. Et moi, j'ai toujours pas compris comment il arrivait à passer devant l'arrière droit qui était Duverne pour faire cet appel. Ouais. Enfin, il lui passe devant, quoi. Genre vraiment, il y va tranquille, quoi. Tu te dis, le mec, il en impose. Ouais, c'est ça. Et ben, vous voyez, je reviens sur mes propos de tout à l'heure où je disais, je sais plus qui a marqué et allé sur le banc. C'est Gerson qui, après son but, est allé en direction du banc pour prendre dans les bras Luis Enrique. Ça me revient l'image, tu vois, en me réévoquant tout ça. Donc, ça montre aussi que Luis Enrique, qui est un peu placardisé là, voilà, effectivement, c'est un peu facile parce que compatriote brésilien, etc. Mais on sent que tous les joueurs entre eux, en tout cas, ils ont envie de se concerner. Et donc, effectivement, c'est intéressant. Et on a retrouvé quelque chose qui, je pense, va nous servir et va être précieux sur la dernière ligne droite de ce championnat.
Écoutez, j'aime bien, vous savez, un peu au milieu d'émission, faire une petite pause parce que je peux avoir conscience que c'est un peu long, 1 heure et demie de tactique, d'images, etc. Et j'ai envie d'en profiter pour vous présenter un petit peu. D'abord, je suis obligé de poser la question, c'est pas pour me passer de la crème ou je ne sais quoi, mais comment vous avez connu mon travail et comment vous faites pour me suivre Alors, on peut commencer par exemple, je sais pas, avec Maxime. On a discuté tout à l'heure avec Guillaume, mais moi je te connais depuis l'époque du Phocéen. Ok. Je crois que c'était 2016-2017. Et Ouais. franchement, ouais, c'était l'une des premières fois que je voyais une palette. Enfin, on voyait que sur Canal 1 Oui. à la base. Mhm. Et moi, j'avais beaucoup aimé ce que faisait Philippe Doucet. Et le fait que le Phocéen fasse ça avec toi, moi, je trouvais que c'était assez génial. Enfin, non pas que j'aime pas tout ce qui est café du commerce. Mais le truc, c'est que le football, maintenant, c'est de plus en plus tactique. C'est limite une science. Mhm. Et ce que tu fais avec les images, les flèches et tout, les analyses, enfin, tout ça, c'est top. Ça va Et être. non, je suis content pour toi que tu aies lancé ta chaîne là, Ah, c'est cool, depuis merci. 2017 du coup. Merci, c'est gentil. Ouais, c'est ça. Mm. Alors, l'année où je suis rentré sur le Phocéen, je sais plus, c'est au moment où AVB arrive avec Hero, etc. Je me souviens que c'est cette saison-là. Et je Ouais. crois que j'ai passé 3 saisons sur le Phocéen. Donc voilà, un petit big up au Phocéen. Merci d'avoir mis de la lumière sur mon travail. Et effectivement, suite au confinement et tout ça, j'ai essayé de me créer mon petit truc et Ouais. c'est pour ça que je suis parti de mon côté. En tout cas, merci vraiment d'être là et pour votre fidélité parce que voilà, c'est grâce à vous aujourd'hui que j'ai pu créer mon propre truc et tout. Et donc, c'est vraiment une grosse fierté. Et votre attachement avec l'Olympique de Marseille, on peut rebondir avec toi, Guillaume. Il vient comment? J'imagine qu'il est là depuis longtemps, mais voilà, raconte-nous un peu ton histoire Ouais, d'amour avec l'OM. ouais, bah c'est cette famille, c'est les parents, la famille qui est de Marseille. Donc forcément, les parents, ils t'emmènent voir des matchs, que ce soit au stade ou à la télé et tout. Et bah, après, tu prends et tu gardes ça avec toi. Ouais. Et tu te rends compte, même quand tu regardes d'autres matchs de foot, que l'OM est un club spécial, quoi. Mhm. Moi, après, pour la petite histoire, mes parents, toute sa famille d'origine marseillaise, on a déménagé dans l'ouest de la France, Ouais. une ville qui s'appelle Carquefou. Ça doit parler à certains et certaines Qu'on connaît bien. ici. Et Ouais. donc, vas-y, Et, raconte-nous un petit peu justement ton anecdote. Tu es joueur à Carquefou, ouais, c'est bien ça? ouais, c'est ça. Moi, je joue du coup à Carquefou et je jouais à Carquefou à l'époque où il y avait le match Carquefou-Marseille. Alors, Donc c'était arrêtons les gens tout de suite. Tu n'as pas joué le match face à l'OM, c'est bien ça? ah non, je n'ai pas du tout joué. J'étais jeune. Moi, j'étais en tribune. Ok. J'étais en tribune, tout ça, et vient le dilemme de se dire, bon, quel club je vais supporter? Je me retrouve au stade, j'ai tous les gens, tous mes amis de la cour d'école, j'étais en primaire, tout le monde supporte Carquefou, etc. Et moi, je me pose la question, mais je dois supporter qui? Parce que je joue à Carquefou, mais j'ai toujours supporté l'OM. Mhm. Et du coup, bah, je vais au stade avec le maillot de l'OM, et tous mes copains, ils rigolent, etc., machin. Et je dis, mais non, vous allez voir, et là, on perd. C'était pas le meilleur moment. Je me suis bien fait chambrer après. Et le pire, c'est que Donc, vas-y, Carquefou, enlève ton en maillot de termes de l'OM, tête, montre-nous ton maillot de Paris Saint-Germain Carquefou. après, quoi. Pardon, je t'ai coupé en même temps, mais je disais. Donc là, t'as le maillot de Carquefou en dessous de l'OM, en gros, c'est ça quoi. Non, 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 il est à côté, il est à côté. Il est pas loin. Il est juste là. Ah bon, c'est des mauvais souvenirs hein, pour nous quand même. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais Mais du bon, coup, tu étais au c'est stade et tout, c'est la et magie de la coupe. j'imagine donc tu étais au stade, tu nous le disais. Voir, voilà, quand on est passionné, tout ça, et qu'on habite loin de l'Olympique de Marseille et pour voir les stades, les matchs tous les week-ends, les gens qui sont de Marseille ne se rendent pas assez compte de la chance qu'ils ont. Le fait de les voir comme ça, en plus, dans un stade amateur, donc on est un peu plus près, on a l'impression que c'est un peu plus... Voilà, c'est quelque chose, j'imagine que c'est un stade où tu allais tous les week-ends, d'un seul coup de voir les joueurs de l'Olympique de Marseille débarquer, ça a dû être assez spécial quand même. Ouais, bah ils ont joué à la Beaujoire là du coup. Ah oui, Et c'était à la c'était Beaujoire, pardon, tu as raison. ouais, il y a eu les rencontres d'avant, c'était Nancy qui était troisième de Ligue 1 à l'époque, qu'on a Ouais. reçu justement dans le stade amateur de Carquefou. Mhm. Mais après ouais, c'était à la Beaujoire. Ah effectivement, oui, j'ai dit des bêtises. Mince. Mais ouais, t'as totalement raison par contre sur le fait de la chance qu'ont les gens d'être à Marseille pour aller voir les matchs, etc. Parce que
il y a beaucoup de supporters de l'OM qui sont loin et qui rêvent d'aller voir, qui vont les voir de temps en temps quand ils peuvent, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je sais que, tu vois, pour mon père, on lui a offert, je suis descendu dans le sud, on lui a offert d'aller au match Marseille-Clermont. Ouais. On y allait tous en famille et tout. Stade plein, etc. Et on était dégoûtés. On se dit, mais c'est pas possible. On a fait autant de toujours le risque. Ah ouais, c'est le risque. C'est le risque. C'est jamais facile de. Je crois que mon premier match, mon tout premier match au Vélodrome, de souvenir, je crois que c'est une défaite contre 3. Dur. Où on prend un but sur corner. Et si je me trompe pas, en tout cas des souvenirs que j'en ai, parce que des fois c'est un peu biaisé avec tous les matchs que je vois maintenant, mais de souvenirs, c'est Jérôme Roten qui tire le corner. Et j'avoue que ça m'est un peu resté, et donc j'avais un petit peu cette petite haine pour Jérôme Roten. Bon, j'ai grandi, hein, Jérôme, je t'aime bien quand même, un minimum maintenant, mais j'ai toujours ce mauvais souvenir de... Et il me semble que le deuxième match, je saurais plus vous dire contre qui c'était, mais je crois que c'est une défaite, je crois que c'est contre Lyon. Et pareil, j'ai enchaîné 2 défaites, et c'était un peu dur, voilà, quand on vient de loin, faire le déplacement, repartir avec une défaite, c'est un peu compliqué. Tu en as vécu, toi, des matchs au stade, j'imagine, Maxime? Ouais, moi, en fait, je suis supporter depuis 99. Moi, c'était vraiment l'épopée UEFA avec Ravanelli, Pires et compagnie. Roland. Et puis dans l'été coach Courbis, ouais. Yes. Donc avec le match contre Parme, c'était la folie avec tous les cartons rouges. Ça révélait mon caractère un peu bagarreur, quoi. Okay. La grinta. Donc ça, j'ai kiffé tout de suite. Et du coup, dans la foulée de l'été, j'étais allé au stade avec mes parents là pour un match contre un promu. Enfin, franchement, je m'en souviens plus. Et puis sinon dernièrement, je suis allé pour le match de gala où il y a eu la baston là en Europa League. Ah oui. Cet automne, donc vraiment les boules qu'on ait fait le match nul. Puis ça m'a rendu fou, quoi. Le fait qu'on fasse tourner la balle, enfin bon, bref. Et sinon, Leipzig, j'étais là pour le 5-2, j'étais descendu spécialement. Incroyable. Parce que du coup, je bosse à Paris, et j'ai dit à mon boss le matin même, frère, c'est mort. Frère, là, je descends, coup de tête, je descends à Marseille, tout seul, 5-2, quoi. Incroyable, incroyable. C'est incroyable. Ah ouais, incroyable. Mais pour pareil, la petite anecdote, dans le genre de match comme ça, même si je sais pas que ça vaut Leipzig, mais j'ai eu la chance d'être là à OM Corogne. Je sais pas si vous vous souvenez, finale Inter-Toto là, avec Ribéry, exactement, c'est pareil, ça prend un rouge assez rapidement. Je me souviens ouvrir la Provence le matin même, et où il nous explique qu'en gros c'est quasiment grillé, et que voilà, la qualif ça va être très très compliqué. Puis il y a ce match fou avec cette ambiance hyper chaude, Robert Louis Dreyfus qui finit au milieu de terrain et tout. En Tongue, avec Mamad, exactement. Mendoza. Exactement, c'est un sacré souvenir que j'ai bien gardé dans ma mémoire, et il y avait une ambiance de folie aussi, donc c'était assez incroyable. Écoutez, on va rebasculer si ça vous dérange pas sur ce match de dimanche. On va rebasculer un petit peu sur la presta de Gerson, parce que si on a évoqué jusque-là l'aspect offensif, moi où il m'a vraiment surpris et où je l'ai trouvé très très intéressant, je coupe, et on a un commentaire qui nous dit Wilson Oroma aussi. Quel souvenir, quel souvenir. Quel patron. Ouais. Et donc je disais là où il m'a vraiment surpris, Amine, sur cette rencontre, c'est dans l'aspect défensif. Alors effectivement, de par la situation, je pense qu'il a voulu vraiment prouver, et notamment dans ce domaine là où on l'attendait moins, mais voilà, si on se met à sa place, on sait que physiquement ça va être compliqué de tenir tout le match parce qu'on est un peu forcément hors de forme à jouer que des petits quarts d'heure. On se dit qu'on peut peut-être s'économiser un peu plus, notamment à son poste sur l'aspect défensif, et ce n'a pas du tout été le cas. Et j'ai notamment cette séquence que je trouve très intéressante et qui témoigne aussi de l'état d'esprit qu'on a pu avoir, et qui a été totalement différent par rapport au match précédent. C'est que vous le voyez, Harit, il est situé ici et il va exercer un pressing sur le porteur de balle. Alors là, vous allez me dire, bon, c'est un pressing somme toute classique, mais petit indice avec les petits logos qui est en bas, c'est qu'en fait, ce pressing, il arrive juste après notre deuxième but, juste après le 2-0.
Et en fait, vraiment, on est 2 secondes après l'engagement. Et encore une fois, eh ben, on va, par l'intermédiaire d'Harit, aller presser très haut. Et en fait, on a assez reproché ces derniers temps à l'Olympique de Marseille que lorsqu'ils mettent un but, derrière, on se calme, on est un peu plus dans la sécurisation, on prend moins de risques. Là, même si on parvient à mettre le deuxième but, on a Amine qui, de par son envie, sa détermination, va exercer le pressing. Et ça, c'est super intéressant parce qu'il a tiré avec lui tous ses adversaires. Vous voyez, là, on est sur le 2-0 et regardez, observez la défense. On est passé d'un seul coup, en tout cas le temps de cette séquence, sur une défense à 5 alors qu'on est sur l'engagement. Donc ça montre que ses coéquipiers, en tout cas dans l'état d'esprit, partaient plus de on va avant tout défendre, maintenant on est à 2-0, on est plus dans la gestion. Et finalement, Amine, lui, non, il va vouloir aller exercer le pressing. Et on va voir que sur l'image d'après, bah, il va tirer toute l'équipe avec lui. On a Milik ici qui vient presser sur le gardien de but. Donc Milik qui est ici. Et on a finalement tous les joueurs qui sont bien positionnés, plutôt assez haut pour couper toutes les lignes de passe et les solutions. Et on a finalement le gardien ici qui va dégager. Et on va récupérer très rapidement le ballon. Et là, à ce moment-là, si on récupère le ballon très rapidement après le 2-0, c'est à mes yeux uniquement grâce à Amine Harit et grâce à cette envie d'aller presser très haut, quoi. Est-ce que vous l'avez perçu ça aussi, que défensivement, il a été très très intéressant, Amine Harit, Maxime? Ouais, carrément. Enfin, c'est quelque chose qu'on avait perdu depuis un petit bout de temps. Ouais. Le premier pressing, en fait, il suffit juste d'un ou deux attaquants hein, qui pressent. Après, enfin, ouais, Payet, c'est pas lui qui va faire le pressing. Senghis non plus, Milik, bof. Donc, non, non. C'est Gerson et Harit, ou Gerson et Rongier, ou Gerson et Pape qui doivent faire ce premier boulot. Enfin, il faut vraiment gêner la première relance, c'est assez clé. Mais tu vois, enfin, quand on regarde la première ligue, enfin, ce que Olivier Dacour appelle le high tempo, Ouais. voilà, ça presse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Ouais. en fait, tu sais que derrière, tu as un banc pour faire opposer le joueur qui est cramé. Et il faut pas se dire, on joue à l'économie et puis on va pas faire de pressing. Sinon, t'es mort. Alors ça, c'est On finit sur intéressant des matchs comme Clermont. Ça, c'est intéressant ce que tu évoques sur la fin de ton intervention parce que, pour être tout à fait honnête, par exemple, quand tu évoques que c'est pas Payet qui va faire le pressing et tout, je te trouve un peu dur parce que je le trouve ces derniers temps, et notamment en fait depuis le début de la saison, je le trouve plutôt intéressant dans ce domaine. Là où par contre je te rejoins, c'est dans ce côté où on presse et à la limite on se met chiffon. Peu importe, il y a des remplaçants. Là, c'est un petit peu comment a joué la rencontre Amine Harit. C'est que vraiment, il a tout donné et s'est dit, si je dois sortir, et je pense que dans sa tête, de toute façon, il s'est dit, je ne vais pas faire toute la rencontre, donc je vais me donner à fond. Et notamment dans l'aspect défensif, bah, il a pas été avare d'efforts et ça, je trouve ça très intéressant. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais, là où dans le pressing, effectivement, il faut quelqu'un qui déclenche, ça va accompagner le reste de l'équipe, etc. Oui, effectivement, je suis évidemment d'accord avec toi. Mais là, ce que je tiens à souligner, c'est qu'on le fait alors qu'il y a 2-0, quoi. En fait, c'est ça qui est super important et qui est super intéressant ici, c'est que le pressing, parfois, on le faisait, mais avec parcimonie, suivant la situation. Et surtout, on l'exerçait plus lorsqu'on le menait, et encore moins quand on avait fait le break, le peu de fois où on l'a fait ces derniers temps. Et là, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'on le fait encore à 2-0. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Guillaume? Ouais, ben ça rejoint un peu ce que je disais au début sur l'attitude. Je trouve qu'il y a des attitudes retrouvées. C'est-à-dire qu'avant, on disait, ouais, Payet, il pressait pas ou quoi que ce soit. C'est pas vrai, tu as raison, Payet, il pressait bien, mais dans son attitude, c'est je fais le pressing pour dire. Moi, j'avais l'impression que j'en ai eu. Mais j'avais l'impression qu'il se mettait plus là pour dire, bon, j'ai fait mon taf de pressing, mais il cherchait pas vraiment Je suis d'accord. avoir la niaque de récupérer la balle, tu vois. Mhm. Harit et l'équipe, même de manière générale, j'ai l'impression il y avait ça. Et j'ai l'impression que c'est les joueurs aussi qui l'ont permis. C'est-à-dire que quand tu as Milik plus Payet, j'ai l'impression que tu n'as pas assez de mobilité et de peps pour pouvoir presser, récupérer et y aller. Mhm. Alors que là, avec Harit et notamment Gay, que je trouve très intéressant Ouais, dans ses totalement. phases de pressing et de récupération haute, Totalement. c'est lui qui récupère deux ballons sur deux buts, je crois, sur le premier but et sur le but d'Harit. C'est lui qui récupère deux ballons quand mène des buts. Oui. Ce genre de joueur, en fait, en phase de pressing haute, bah, c'est ultra intéressant, quoi. Et quand tu as les hommes pour presser, plus un Gerson qui met de l'envie aussi dans le pressing, comme il dit Léo Zino en commentaire, Ouais. forcément, ça aide, quoi.
Ouais, tu as totalement raison sur, notamment sur ces phases de pressing. L'apport que Pape Gueye a eu sur cette rencontre, je suis vraiment entièrement d'accord avec ça. Et effectivement, c'est très très intéressant, mais il est à l'origine, me semble-t-il, de la récupération de 2 des 3 buts, des 4 buts pardon, que l'on met. Et justement, c'est parfait, tu m'offres la transition, puisque ce que j'ai voulu souligner, encore une fois, pour appuyer mes propos sur le pressing d'Amin Harit, c'est que sur le but qu'il marque, c'est un petit peu la récompense de tout cela, puisque qui est au départ à presser le porteur de balle, c'est Amin Harit. Et vous le voyez de par sa position, comme vous l'évoquez à demi-mot par rapport à Dimitri Payet, où il y va un peu timidement, etc. Bon, lui, il n'a pas fait semblant, il y va vraiment de manière intensive. Et il est accompagné, vous le voyez, par le reste de l'équipe. On a Bakambu ici en bas à droite, là, qui fait l'effort, qui après un duel, je crois, où il est tombé, revient un peu pour venir presser. Oui, pardon, tu voulais dire quelque chose, Guillaume? Ouais, excuse-moi, je crois qu'on voit plus ton écran. Oh, tu as raison, pardon. Excuse-moi. Ouais. Merci. Bonne remarque. Excuse-moi, c'est vrai, tu as raison, j'ai oublié de basculer. Donc je répète, on a Amin Harit qui est ici, donc qui vient exercer le pressing. Vous voyez, de par son positionnement là que j'évoquais, il va presser de manière intensive. Vous voyez, on a tous ses coéquipiers qui sont plutôt placés très haut. On est toujours à 2-0, donc on a fait le break. On pourrait se dire qu'on gère un peu plus. Mais non, Amin, à la 70e, il a encore un peu de jambes. Et donc, il n'hésite pas à aller presser. Et vous allez voir sur l'image suivante. Donc, le jeu va basculer un peu côté gauche. Qui est encore là à presser très haut le porteur de balle? Qui continue son effort? C'est Amin Harit. Et vous voyez, et là, c'est super intéressant puisqu'on... J'adore ce genre de moment, puisque là, on appuie exactement les propos que tu tenais, Guillaume, qui l'accompagne de très près et fait ce mouvement avec ses bras pour vraiment demander à l'équipe de l'accompagner. C'est Pape Gueye, donc tu avais totalement... Non, c'est Pape Gueye. C'est Pape Gueye. Donc Guillaume, tu avais totalement raison sur l'importance notamment de Pape Gueye sur ces phases de pressing. On a Gerson qui est à l'opposé ici. Tu vois, je te le montre, Maxime. Ouais. Mais effectivement, qui accompagne et qui est très précieux pour venir fermer la solution côté gauche. Donc, vous voyez, on est à 2-0, 70e, et on va presser très haut dans les 30 mètres adverses. Et tout ça, guidé par Amin Harit. Et donc, le jeu rebascule un peu jusqu'au gardien de but. Vous le voyez encore, tous les joueurs sont placés très haut. Et on va récupérer encore une fois ce ballon sur le dégagement du gardien. Je crois qu'effectivement, le second ballon, et j'en suis quasiment sûr, c'est Pape Gueye qui le récupère, qui lance Gerson. Gerson que, comme tu disais tout à l'heure, Maxime, qui est à l'opposé, qui va profiter de ça pour faire l'appel entre les centraux, et qui donc va faire cette frappe repoussée. Et c'est Amin qui va terminer. Mais vous voyez à quel point Amin, il est du début jusqu'à la fin de cette séquence, et finalement... sur une séquence qui est à 80% défensive, en fait. Si on a souligné, effectivement, et à juste titre, c'est normal, son but, sa passe D, son avant-dernière passe, qu'il a été dans la provocation, que dans ses orientations de corps, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ses contrôles, etc., il allait toujours de l'avant. Moi, où il m'a impressionné, vraiment, c'est sur son travail défensif. Finalement, pour moi, sur cette rencontre, Amin, il a été aussi précieux offensivement que défensivement, en fait. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, dis-moi. Ouais. Et Pape Gueye, il est revenu, c'est un nouveau Pape Gueye depuis la CAN. Depuis la CAN, ouais. Avant, c'était Charles-Henri, enfin, Gueye, mais là c'est le gros Pape Gueye, là. Ouais, effectivement, depuis la CAN, ça lui a donné confiance. Je pense que... Allez, peut-être que je me trompe, mais moi, je le vois comme ça. Je pense que aussi aux yeux de Sampaoli, ça lui a donné peut-être un peu plus d'importance. Il s'est dit quand même, j'ai un joueur qui a gagné la CAN, il faut que je le laisse sur cette euphorie, il faut que je le garde. D'ailleurs, il avait à peine son retour titularisé à un poste assez étonnant. Mais je pense que ça témoigne en tout cas de l'envie de Sampaoli de suite s'appuyer dessus pour profiter de tout cela. On a vu Dieng aussi revenir très rapidement dans le 11 de départ. Et effectivement, je pense qu'il faut qu'on surfe un peu sur l'euphorie de Bamba Dieng et de Pape Gueye qui sont champions d'Afrique, ouais, très clairement. Et on le voit, dès que Pape Gueye là, a été remis à son poste habituel, voilà, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Et justement, puisque je parle de Pape Gueye à son poste habituel qui est de suite
beaucoup plus intéressant. Est-ce que vous trouvez pas aussi que, je l'évoquais en début d'émission sur le fait que le coach se soit un petit peu sorti de sa bulle, se soit un peu ouvert aux remarques des autres qu'il qualifiait parfois comme des remarques de PMU, si je me trompe pas, enfin quelque chose dans cet esprit. Je me suis senti visé, j'avoue. Non, je rigole, hein, évidemment. Non pas que je fasse pas des remarques de PMU, mais surtout parce qu'il connaît pas du tout mon travail. Et j'ai eu la sensation aussi que sur cette rencontre, on a vraiment utilisé nos joueurs à leur poste préférentiel, quoi. On a réussi à aligner un 11 où on avait les latéraux qu'on réclamait tant. Alors, on reviendra sur la prestation notamment de l'un d'entre eux très rapidement là. Mais voilà, j'ai eu la sensation que chacun était à son poste, qu'on n'a pas utilisé spécialement de poste hybride, qu'on n'a pas mis en difficulté certains joueurs et que finalement, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont brillé davantage sur cette rencontre. Vous en pensez quoi, les gars? Les latéraux déjà, hein. Kolasinac et puis Lirola, c'est un autre sujet, mais il faut arrêter de mettre Pérez et puis Rongier sur le côté. Hein. Ouais. Enfin, limite. Bon, après, il faut que Lirola revienne à son niveau, mais enfin, pour moi, il y a un truc qui manque encore sur ce match. C'est l'apport offensif des latéraux. Ouais. C'est vraiment notre gros point faible. Ça déborde pas sur le côté. Il y a pas de centre de qualité. Et non, après, sur tous les autres postes, c'est nickel. Okay. Il faut mettre les latéraux à leur poste. Je pense que c'est l'un des postes les plus importants le football moderne d'aujourd'hui. Guillaume, toi? Ouais, mais surtout que sur ce match, j'ai l'impression que c'était un match fait pour nos latéraux et qu'on a fait un bon match, mais que les latéraux, ils n'en ont pas profité en fait. Parce que si tu regardes la composition, j'ai l'impression qu'en phase défensive, on est plus en 5-4-1 avec Harit qui bascule à droite et Gerson à gauche. Totalement. Mais si tu regardes en phase offensive, en fait, on n'a pas d'ailier. Ender est sur le banc et Gerson est un faux ailier gauche qui rentre, on l'a vu sur le premier but. Tout à fait. Donc au final, il a fait cette composition où on avait Milik et derrière, tu avais 4 milieux de terrain avec Camara, Gay, Guendouzi, Gerson. Tout à fait. Qui prenaient tous l'axe. Du coup, ça a amené énormément de verticalité et c'était génial parce que ça nous a permis de marquer des buts en fait sur le premier but, typiquement ça. Et ça a laissé les couloirs en fait libres pour Kolasinac et Lirola. Et il y en a un qui a été mauvais et il y en a un autre qu'on a trop peu vu, manque de rythme peut-être. Mais enfin pour moi c'était un match où les latéraux ils avaient tout pour briller. Mais au final c'est plutôt nos milieux de terrain qui ont brillé. Totalement. Et et là, tu vois, c'est une vraie bonne remarque. Et c'est là que je vais être attentif aussi sur la suite et les choix de Sampaoli. Parce que si on lui reproche depuis un certain temps de ne pas jouer avec de véritables latéraux, on a souvent ce reproche de « oui, mais les latéraux ne dédoublent pas, on ne voit pas… » Bon, déjà, il faut savoir que je pense que dans la tactique de Sampaoli, c'est absolument pas recherché. Donc, c'est aussi pour ça qu'on les voit très peu dédoubler. Mais… le peu de fois où il joue avec des vrais latéraux qui doivent avoir ce rôle-là, comme ce match face à Brest, finalement, grosse déception, quoi. Les mecs ne saisissent pas leur chance, que ce soit Lirola ou Kolasinac. Donc, va-t-il essayer d'insister? Parce qu'on est un peu dans ce entre-deux. Vous allez me dire, oui, mais s'il n'insiste pas, ils ne sont pas en confiance, forcément, c'est difficile. Il va falloir insister un peu plus pour qu'ils retrouvent le rythme et donc qu'on retrouve des meilleurs latéraux. Mais en même temps, quand il fait appel à eux, ils ne répondent pas présent. On en revient un petit peu à l'exemple de Amin Harit où, bah oui, mais il a eu sa chance à Bordeaux, il ne l'a pas saisi. Derrière, sur ses entrées en jeu, il n'est pas très bon. Alors même s'il ne rentre pas toujours à son poste, c'est le moment de se montrer. Il ne s'est pas montré. Donc, c'est vrai que Sampaoli a quand même, et là, ce n'est pas pour le défendre, a une position délicate. Et je pense que là, c'était le moment où était offert la chance à beaucoup de joueurs remplaçants. D'où ma première question au départ d'émission, est-ce que c'est une victoire des remplaçants ? Effectivement, j'aurais été à votre place, ça aurait été difficile de répondre oui parce que Harit, remplaçant, a fait ses preuves, je trouve. Pape Gueye, qui a tendance à ne pas faire partie du 11 de départ, en tout cas du 11 type, a fait ses preuves, je trouve. Et finalement, ces joueurs-là ont saisi leur chance. Mais des joueurs comme Lirola un peu moins parce qu'il a tendance à jouer, lui. Mais Kolasinac, c'était le moment de saisir sa chance et ça n'a pas été une grande réussite. Alors, à la place de Sampaoli, qu'est-ce qu'on fait? On repasse sur un système où finalement on n'utilise pas trop les latéraux. On essaye d'insister. Vous voyez, là, c'est quand même assez difficile. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Maxime? Parce qu'il faut insister. Alors, pour Kolasinac, je pense qu'il n'est pas pire que Luan Pérez. Hein. Je pense qu'au contraire, il apporte plus de garanties défensives. Parce que bon, c'est quand même
Luan Pérez c'était contre Clermont, je crois. Oui. Enfin, c'est pas possible. Luan Pérez, il doit jouer au centre et puis point. Non, je pense qu'il faut insister sur Kolasinac. Et Lirola, je pense qu'il faut être clair dans le discours avec lui. Je pense que faut en terminer avec le tiki-taka et tout, zéro prise de risque. Faut dire aux joueurs maintenant, voilà, enfin, faut que tu montes et puis derrière t'es sécurisé par Camara s'il le faut ou par Kalitakar ou par Saliba. Donc pour toi, Lirola, c'est faut... plus un problème tactique qu'un manque de confiance, par exemple, comme est en train de nous demander Pingu 972 dans le chat. Ouais, je pense que c'est un problème de tactique. Je pense que pendant un moment, Sampaoli, il a quand même pas mal déboussolé son effectif. Okay. Notamment, je pense que c'était à l'automne. Et on n'a plus vu Enfin, il s'est mis à faire des dingueries sur les latéraux. Je pense que c'est son plus gros couac à Sampaoli. Mais regarde, hein, quand tu vois Guardiola ou Bielsa, enfin, il s'est toujours appuyé sur des grands latéraux. Donc là, je pense que si on avait eu Joachim Mahler au Mercato, ça aurait été différent. Mais... Guillaume, bon. Tu es d'accord avec ça, toi, sur l'avis de Maxime sur Lirola? Je suis plutôt pas d'accord. Pour moi, Lirola, encore en début de saison, si on dit oui, Lirola dans le poste hybride de Rongier, je peux dire oui, là c'est un problème tactique parce que Lirola, je pense pas que c'est le type de joueur qui peut s'adapter à l'inverse d'un Rongier qui a un QI football vraiment énorme. Mais là, sur ce type de match, je suis désolé, Lirola, il avait entre guillemets juste à prendre son couloir, pas forcément dédoubler, hein, parce qu'il n'y avait pas d'ailier qui rentrait ou quoi que ce soit, mais il avait juste à prendre son couloir, faire le piston et adresser des bons centres. Enfin, on l'a vu sur pas mal d'occasions que j'ai en tête. Ceux qui finissent à chaque fois ailier droit ou ailier gauche, c'est Kolasinac et Lirola qui finissent les actions devant, en fait. Ils finissent très haut. Et là, pour moi, Lirola, il est dans son élément et il a fait un match catastrophique. Donc pour moi, c'est clairement de la confiance, peut-être du travail aussi, parce que Harit n'était pas forcément mis dans de meilleures conditions que Lirola, voire dans de pires conditions que lui. Et lui, il a pas saisi sa chance, quoi. Alors que là, c'était typiquement fait pour lui. Et c'est à se demander si Sampaoli va reconduire cette typologie de système. Moi, je pense qu'il va s'adapter en fait à l'adversaire. C'est-à-dire qu'il remettra des latéraux qui montent comme ça s'il y a besoin. Ouais. Mais sinon, il va remettre Rongier. Dans son style, je pense que c'est plutôt Rongier que Lirola. Mais je pense qu'il s'adaptera plus avant tout à l'adversaire avant de faire comme nous, on l'espère tous, avoir un 11 qui joue toujours ensemble pour avoir des automatismes. Ouais, je suis d'accord avec toi, Guillaume. Et si donc tu étais Sampaoli, la confiance qui est a priori pour toi, en tout cas, la raison du problème Lirola, comment tu lui redonnes? Je sais, c'est une question difficile, mais est-ce que tu as des pistes? Parce que ça fait quand même un moment qu'on traîne un Lirola depuis son retour qui est archi compliqué. Comment on fait, quoi? Est-ce qu'il y a une solution? Évidemment qu'il n'y a pas de solution magique, mais est-ce qu'il y a des pistes? Le problème de Sampaoli, c'est qu'il est mauvais dans sa gestion humaine. C'est-à-dire que tu fais un bon match, généralement, il ne te remet pas. Si tu veux redonner de la confiance à un joueur, pour moi, Lirola, tu lui dis, bon, ok, grand, t'as pas été bon sur ce match-là, c'est quoi jeudi? Je te remets, c'est pour toi. Vas-y, parce que là, tactiquement, ça correspond aussi à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils sentent que ce soit forcé non plus, tu vois. Mais si c'est cohérent tactiquement qu'il soit là jeudi, moi, je le remets jeudi. Okay. Et je lui dis, vas-y, tu t'es loupé, c'est pas grave. Faut essayer, faut continuer. Et ça doit passer comme ça. Faut pas l'enfoncer et le mettre au fond du trou. Et après, c'est travail. Normalement, dans le staff de l'OM, tu dois avoir des gens aussi qui doivent bosser autour de ça, dans la confiance et le mental des joueurs. En fait, c'est ultra important dans le sport de haut niveau. Et pour moi, c'est là où ça doit se travailler. Et puis après, peu importe le match qu'il fait jeudi, de toute manière, moi, je mets Rongier contre Nice dimanche, parce que pour moi, il est clairement au-dessus de Lirola. Mais moi, je lui redonnerai la confiance et je lui dirai, vas-y, jeudi, fais-toi plaisir. On a un avantage au score en plus, on a 2-1, donc continue, quoi. Ok. Maxime, tu voulais dire un truc? On n'avait pas eu Rongier latéral droit contre Nice en coupe? Je crois que c'était pas terrible, hein. À voir, mais... Laisse-moi vérifier, mais c'est possible. Laisse-moi vérifier. On croit, hein. C'était Saliba arrière droit contre Nice de France. Ah, on était à 3 derrière. Enfin bon, mais de toute façon, c'était une... T'as raison, c'était Saliba. C'était Saliba, exactement. Ouais.
on avait une ligne de 4 ou de 5 avec que des centraux. Enfin, Ah oui, vraiment c'était le l'enfer, fameux quoi. match qu'avec une ligne défensive de centraux, c'est vrai, exact. Ouais. Exact. Non, enfin, je te rejoins sur le dernier point. Faut dire à Lirola, voilà, en phase offensive, c'est pas grave si tu perds la balle, on t'en voudra pas. De toute façon, t'as un Kolasinac de l'autre côté qui sécurise. Donc, avec une ligne de 3 qui peut coulisser. Et il faut lui redonner envie d'être devant. Et je pense qu'on se souvient pas trop de l'époque où on était en 3-5-2, quand Lirola était ailier droit. Pour moi, c'est là où il a commencé à mal jouer. Ok. Ok, il y a El Phénoméno qui nous dit, et on va laisser la question en suspens, mais c'est très intéressant comme remarque, titulariser un joueur qui n'a pas été bon, est-ce que ce n'est pas pénaliser son concurrent? Bah voilà, c'est là tout le casse-tête des coachs, mais effectivement... De Rongier, tu le fais jouer au milieu, du coup. C'est bon, au prochain match. Mais enfin, dans le sens de la question, c'est que, et je peux totalement le comprendre, c'est voilà, tu sais que t'as en gros c'est ton poste. Rongier aujourd'hui, effectivement, le fait qu'il ait ce poste hybride, on peut le faire jouer un cran au-dessus et c'est effectivement une manière maligne d'esquiver un peu le fond de la question. Tu as tout à fait raison, mais il y a ce problème aussi de concurrence que tu dois instaurer et effectivement, il faut trouver le juste milieu. Et là où, évidemment, mais tu dois le savoir puisque je sais que tu es infidèle, ce côté humain que tu as évoqué, qui est très problématique chez Sampaoli, c'est évidemment aussi mon avis, je suis entièrement d'accord là-dessus. Les gars, il nous reste 10 petites minutes avant de basculer sur la dernière partie prono, vous savez. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas évoqués, que vous voulez peut-être parler ou qui vous tient à cœur? Moi, je trouve que c'est l'infirmerie. Oui. On n'en a pas assez parlé. Ouais. Et elle est vide depuis le début de la saison. C'est vrai. Elle est vide. Enfin, et surtout depuis qu'on a dégagé, vendu plutôt, prêté Jordan Amavi, mais elle est vide. Et je pense qu'on est le club de Ligue 1 à avoir le moins de blessés. C'est vrai que je pense que ça va avoir pas mal avec le jeu qui, je pense, l'espèce de tiki-taka de Sampaoli. Voilà, un jeu qui, on va dire, moins physique, quant à la possession de la balle, surtout. Ok. Mais sinon, je pense qu'il y a un super staff médical. Et il y a une super gestion de l'effectif. Et j'ai regardé là, on est sur une rotation de 22 joueurs. Et on se rapproche un peu du modèle, toute proportion gardée, mais Manchester City, Liverpool, Bayern. Nous, on s'appuie sur sur une vraie rotation d'effectifs, très peu de blessés. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est assez remarquable ce qu'on voit là. C'est vrai que c'est intéressant à souligner et c'est une très bonne remarque. Il y a que quand on est en difficulté finalement qu'on se rend compte de ça et on le souligne pas assez quand tout se passe bien. Et effectivement, on est assez épargné par les blessures. Alors, on a eu un petit peu Balerdi, si je crois, qui a été un petit peu touché, d'où le fait qu'on l'ait moins vu. Mais effectivement, oui, c'est des petits pépins physiques, il n'y a pas de grosses blessures. Et pourtant, Dieu sait qu'à des postes, parfois, on n'est pas très, très fourni. Je pense par exemple à Milik, s'il se blesse, on pourrait être en grande difficulté. Et ce n'est absolument pas le cas. Et c'est effectivement... une remarque intéressante sur le fait de notre manière de jouer, ce côté très gestionnaire joue peut-être un rôle. Après, on n'est pas à l'abri d'un pépin, d'un accident qui peut arriver sur tous les matchs, mais effectivement, cette ultra gestion a peut-être un rôle sur le fait qu'on ait très peu de blessés. Je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume, mais je trouve que c'est une remarque intéressante en tout cas. Ouais, c'est intéressant, d'autant plus que tu as certains joueurs qui jouent énormément. On pense à des Guendouzi, des Saliba, des Camara aussi, qui enchaînent. Et surtout, Camara et Saliba, je me dis, il ne faut vraiment pas qu'ils se pètent. Sur les paires, c'est des joueurs vraiment essentiels du dispositif. Après, si tu prends l'ensemble de la saison, tu avais Milik qui était blessé au tout début de saison. Ouais, un petit peu, oui. Mais c'était longue date, ça datait de fin de saison dernière. Moi, je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait par le staff de Sampaoli, notamment physique, et ça change par rapport à l'année Villas-Boas qu'il y avait eu précédemment, où là, la prépa était un peu spéciale avec les méthodes d'entraînement de Villas-Boas. Pas qu'elles soient meilleures ou moins bonnes, mais toujours est-il que sur le plan physique, on avait vu un OM qui avait plongé avec Villas-Boas. Et là, moi, ma petite valeur d'espoir, c'est que je me dis, avec un très bonne prépa physique et peu de blessures,
on va sortir là dans le Money Time un peu Ligue 1, Coupe d'Europe, avec un effectif au complet. Ouais. Et c'est de bon augure pour la suite. Ouais, ça sert remarquable. Il y a El Phénoméno qui nous dit, les gars, il y a eu Balerdi, Payet, Under, Milik, Mandanda qui ont tous eu des alertes à un moment. Effectivement, des alertes, mais ça ne les a jamais écartés très très loin et très longtemps surtout des terrains. Voilà, quand on joue tous les 3 jours, forcément, je pense qu'on demande à tous les joueurs, sans exception, ils vont tous nous dire qu'ils ont une petite gêne quelque part. Voilà, ça peut les écarter des terrains le temps de quelques séances d'entraînement, le temps d'un match ou deux, mais on a été épargné sur effectivement des indisponibilités de longue durée, très clairement. Est-ce que toi, tu as un sujet peut-être qu'on n'a pas évoqué, Guillaume, qui te tient à cœur, que tu aimerais... Tu te sens pas obligé, hein, vraiment, si c'est simple. Moi, là, sur les derniers matchs, j'ai l'impression que Sampaoli cherche la formule un petit peu, et j'ai l'impression que, on l'a vu avec Under, en fait. Under, très très bon joueur, et j'ai l'impression que Sampaoli, il a un peu le cul entre deux chaises, entre jouer avec des ailiers ou jouer sans ailier, parce qu'en fait, il n'a pas le pendant de Under sur le côté gauche. Ouais. C'est-à-dire que du coup, si je mets Under, c'est-à-dire que je joue avec des ailiers, je suis obligé d'en mettre un à gauche, ni Conrad de la Fontaine, ni Luis Enrique ne me donnent satisfaction. Et si je mets pas Under, dans ce cas, je peux faire un 4-4 de losange, Payet, Bakambu, Milik, etc. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il est complètement bloqué. Et du coup, je me dis, pourquoi pas tenter un Bakambu sur le côté gauche. Ça pourrait être quelque chose à tenter, quoi. Ouais, effectivement, c'est intéressant cette remarque le fait de ne pas avoir un équilibre parfait sur les ailes. Tu parles des ailiers, s'il bascule avec, comme il l'a fait là, des latéraux, on a la sensation, bon là maintenant avec la venue de Kolasinac, peut-être un peu plus, mais voilà, Lirola n'est clairement pas dedans en ce moment, donc on a toujours ce déséquilibre sur les ailes où ça a tendance à pencher plus d'un côté que de l'autre, et effectivement c'est l'une des problématiques de Sampaoli, je pense. Et c'est une très bonne remarque dans le fait que on ne sait pas trop comment ajuster le système par rapport à cela. C'est effectivement une remarque. Et un des points sur lequel il doit trancher à chaque match, Sampaoli. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu en penses toi aussi, Maxime? Il n'a que des bons problèmes, non? Sampaoli, tout à fait. Il a le choix. Enfin là, j'ai essayé de faire un 11 type, franchement, c'est dur. Hein. Ouais, c'est difficile. Et le Phocéen, il galère à chaque match. C'est nous le coach. Ouais, alors je suis pas tous les... Mais je crois qu'à chaque fois, ils se ratent un peu. Hein. Mais comme tous, hein, comme l'équipe, tout ça, ils ont rarement le bon 11. Ouais, mais c'est ça qui est bien, je trouve. Est-ce que c'est pas pour ça aussi qu'on a l'impression qu'il n'y a pas énormément de blessés? C'est qu'à chaque fois qu'il y a un joueur qui est pas là, en fait, on peut facilement changer de système. Under est blessé, pas de souci. Et du coup, c'est pour ça que les blessés, quand il y en a, en fait, il manque moins aussi. Carrément, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est totalement ça. On a la chance cette saison d'avoir un vrai bon effectif, un effectif fourni, chose qu'on n'a pas eu depuis très très longtemps. D'où peut-être, et on va pouvoir finir donc là-dessus, la pression supplémentaire pour Sampaoli de résultats. Et aujourd'hui, ça serait difficile déjà de par le parcours, de par l'avance qu'on avait eue, et donc de par l'effectif qu'il a entre les mains, de se dire qu'on finit pas sur le podium et qu'on n'arrache pas cette qualification alors qu'on est armé pour le faire, quoi. On a Pingu 972 aussi qui nous dit le but arrive très tôt dans le match, c'est assez rare pour le souligner, et effectivement c'est quelque chose je pense d'important pour conclure cette analyse, c'est que encore une fois, tout est à remettre en perspective, parce que est-ce qu'on se comporte comme ça alors qu'on est à 0-0 pendant une demi-heure? Est-ce qu'on presse autant? Tout est à remettre presque en question à chaque fois, suivant la physionomie. Et effectivement, le fait que l'on marque très très rapidement a joué un rôle important là-dedans, quoi. Écoutez, je pense qu'on a fait quand même globalement assez bien le tour. Effectivement, on pourrait encore en parler 3 heures, 4 heures, on pourrait ne jamais s'arrêter, mais je pense qu'on a été assez complet. On attend surtout maintenant la suite avec impatience. Les grandes échéances arrivent et je pense que on arrive dans un peu un col de montagne avec des tournants. Ça va être salé, avec des tournants à chaque week-end. Vous le savez, depuis que on l'évoquait tout à l'heure, que vous me connaissez du Phocéen, que je suis parti pour créer mon site internet et mon application. Je suis aujourd'hui partenaire avec un site de paris sportifs, The Bet. Alors je ne sais pas si vous êtes des joueurs un petit peu. Est-ce que vous pariez, vous, les gars? Jamais sur l'OM.
parce que voilà, le résultat est connu. C'est une bonne chose. Alors, mais est-ce que tu paries un petit peu en dehors de l'OM ou pas du tout? Ouais, c'est un peu sur la Ligue des Champions ou sur le tennis, mais jamais en Ligue 1. Ok, ça marche. Voilà. Guillaume, pareil, tu paries un petit peu? Ouais, je parie pas parce que si je me mets à parier, là, surtout sur le foot, ça va me rendre fou. Déjà que l'OM me rend fou. Et effectivement, Maxime a raison. Je pense qu'il faut éviter de parier sur l'OM pour ne pas se rendre fou. Bon, sachez en tout cas que, et pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans le chat, si vous voulez vous créer un compte chez TheBet, qui est clairement le meilleur site de paris sportif, n'ayons pas peur des mots, hein, je le dis avec un grand sourire, et très très honnêtement, non vraiment, je dis ça avec un peu de second degré, mais vraiment ils sont géniaux. Vous pouvez vous inscrire avec mon code promo LTDLO, donc voilà, sachez que vous aurez votre premier pari remboursé en free bet. Et les gars, donc si dans les jours à venir vous voulez vous créer un compte, normalement j'offre à tous ceux qui participent à l'émission avec TheBet, on offre 15 € de free bet. Donc sachez que tu vois, si Guillaume tu as envie de t'inscrire et de te lancer un peu, alors attention, on le répète, ne misez pas votre maison les gars, on joue pour le plaisir, on y va mollo. Je suis pas du tout là pour vous inciter à jouer et encore moins à jouer de grosses sommes, mais voilà, on le dit, on ne cesse de le répéter, c'est avant tout pour le plaisir avec TheBet. Donc voilà, ça peut donner un peu de piment à vos week-ends quand vous suivez les matchs. Je vais pas vous mentir, je trouve ça toujours un peu agréable. Donc Maxime ou Guillaume, sachez que si vous voulez vous créer un compte chez TheBet, c'est avec grand plaisir qu'on vous offre 15 € de free bet pour vous remercier d'avoir participé à cette émission. Merci, avec plaisir. Je vais en profiter pour parier sur la prochaine défaite du PSG en quart de finale de Ligue des Champions. Va falloir attendre un moment là. Ah oui, pardon, j'ai oublié le match de mercredi dernier. Tu vas les garder de côté un moment, ceux-là. Et donc, n'hésitez pas après l'émission, si ça vous tente. Ou en tout cas, sachez qu'on l'a fait d'ailleurs il y a 15 jours. Il y a un invité qui m'a dit très clairement que ça ne l'intéressait pas. Et donc, si ça ne vous intéresse pas, les gars, on peut les remettre sur le chat et offrir ça au chat. N'hésitez pas. Donc, on va se... Ouais. De quoi? Oui, pardon. Ouais, le mien, je pense que tu peux l'offrir au chat si ça intéresse quelqu'un, parce que moi, je pense pas que je vais me mettre au pari, même si je regarde de temps en temps. Ça marche. Ça me fait plaisir de l'offrir à quelqu'un. Pas de souci. Écoutez sur le chat. Je vais m'y mettre. Toi, tu t'y mets? Ouais, allez. Avec... Ah, tu t'y mets quoi? À les offrir ou tu t'y mets à parier sur TheBet? Ah non, à parier. Ok, ça marche. On se crée ça ensemble après l'émission. Je te prends par la main, je te guide, je t'amène chez TheBet. On t'ouvre les portes et je t'offre avec grand plaisir, grâce à TheBet, 15 € de free bet supplémentaires. Écoutez, pour ceux de Guillaume, n'hésitez pas, soit sur le chat, là, ici, on n'est pas nombreux, on va pas se battre, soit à me DM sur Twitter et Guillaume vous les offre avec grand plaisir. On vous verse ça sur votre compte TheBet. Tout comme Maxime, hein, si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas. Vous m'écrivez, on se crée ça ensemble, je vous guide un peu et puis on se fait ça. Écoutez, on va quand même se prononcer, on va se mouiller un peu, même si Guillaume, t'as pas forcément envie de jouer au réel, on va se mouiller au moins le temps de l'émission. Allez, je vais vous proposer 3 affiches du week-end en Ligue 1 et puis je vais vous demander votre avis. Tiens, TheBet est partenaire de Saint-Etienne. On a un Saint-Etienne 3 vendredi à 21h. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle, qui vous donne envie sur cette rencontre? Saint-Etienne 3. Match important pour le maintien. Match nul avec les deux équipes qui marquent, parce que là, c'est les deux, ils vont vendre cher leur peau. Ouais. Le match nul, on l'a à 3,30. Et laisse-moi chercher les deux équipes qui marquent. Match nul à 3,30, c'est sympa. Les deux équipes qui marquent est à 1,65. C'est intéressant. Est-ce que toi, ton avis, Maxime, là-dessus, est-ce que tu as quelque chose qui te parle? Ça peut être un buteur, ça peut être je ne sais quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te donne envie sur cette rencontre? Un but d'Adil dans fin de match, 90e pour arracher la victoire bien sale sur un corner, 1-0. Alors, est-ce qu'ils ont déjà mis en place les buteurs? Parce que c'est un peu tôt. Non, les buteurs sont pas encore mis en place, donc il faudra jeter un coup d'œil, je pense, d'ici 1 ou 2 jours.
Mais au bon souvenir d'Adil Rami qui est derrière, alors tu le vois marquer de la tête, pourquoi pas. Ils doivent proposer aussi dans les paris spéciaux si vous pouvez marquer de la tête. Donc n'hésitez pas à aller voir la cote sur The Bet qui apparaîtra dans les jours à venir. Qu'est-ce que je peux vous proposer ? Je peux vous proposer un Monaco-Paris quand même, qui reste une belle affiche. Nos amis parisiens. Voilà, on a une très belle rencontre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle sur ce Monaco-Paris ? Beaucoup de buts, je pense. Ah oui ? Donc par exemple, les deux équipes qui marquent, ça te parle déjà ? Ouais, carrément. Ouais. Les deux équipes marquent, bon, c'est pas une grande cote, mais bon, si ça passe facilement, pourquoi pas, elle est à 1,40. Ouais, c'est bon. D'accord. On a déjà les buteurs, tiens, du côté monégasque et parisien. Pour information, le petit classique Mbappé est à 2,10. Ouais, Ben Yedder, il est à combien parce que... Alors, Ben Yedder, il est à 2,82. C'est pas mal. Ok, Ben Yedder, ça te parle, Guillaume? Et puis ouais, donc, Ben Yedder, il est du genre à sortir des gros matchs contre Paris. Il est intelligent, il se place bien. Donc, Ok, ça marche. Eh ben, écoute, on prend votre avis. Moi, si c'est de Kimpembe pour moi. Si tu veux Kimpembe, je vais te dire ça tout de suite. En CSC. Ah, en CSC, ça le fait pas. On peut pas parier là-dessus. Kimpembe, en buteur, il est à 32. Bon, après, si tu le prends buteur qui met un CSC, à toi d'aller négocier peut-être avec The Bet des petits free bets offerts pour le geste. Je pense qu'ils te le feront avec un grand sourire et avec plaisir. Bon, on est obligé de se prononcer. On va essayer de... Tu le disais, pourtant, il faut éviter de parier sur l'OM et tu as raison, mais puisque là, on le fait un peu pour le fun. Bon, ce Marseille-Nice, vous le sentez comment, les gars ? Franchement, ça sent un peu le... Moi, je dis ça sent le match nul. Ouais. Ça sent le match nul, mais j'ai tellement envie qu'on les torde là avec la défaite en Coupe de France, le match à rejouer, la bouteille sur Payet. Tout ça, franchement... Moi, je mets Marseille qui ne perd pas. Alors, sachez que la cote de Marseille est à 2,02. Tu évoquais un match nul parce que j'ai senti que le cœur t'a fait basculer vers Marseille. Le match nul est à 3,30 et la double chance. Donc, Marseille qui ne perd pas est à seulement 1,27. Bon, j'ai envie de dire, ne prenez pas le risque là-dessus. On va pas se mentir sur ce genre de cote. Vaut peut-être mieux passer son tour. Il y a quand même plus de chances que l'on perde de l'argent que l'on en gagne. Donc voilà, passez votre tour là-dessus. Si vous devez prononcez-vous plutôt sur soit la victoire de Marseille, soit le nul. Prenez un peu plus de risques parce qu'à 1,20, franchement, on va pas se mentir. Encore une fois, je le répète, je suis pas là pour vous pousser à parier, mais à 1,20, c'est quand même prendre des risques un peu inutilement. Maxime, toi, tu vois quelque chose ? Tiens, regarde, moi, pardon, je te coupe, je te pose la question, mais moi, il y a un truc que je sens bien, c'est under buteur à 3,35. Son entrée m'a plu. On sait que c'est un joueur qui n'hésite pas à frapper, donc j'aime bien parier sur ce genre de joueur parce que chaque fois qu'il va se retrouver dans une position intéressante, il va pas hésiter. Donc j'aime bien under buteur, il est à 3,35, je trouve ça plutôt cool. Ouais, c'est bien payé, ouais. Le petit enroulé du gauche, lucarne opposée. Tout à fait. Ouais. Et puis deuxième buteur, allez, Rongier. Oh, ah ouais, mais attends. Et tu vas combiner Kimpembe et Rongier le même week-end aussi ou... Non, c'est pareil. On mélange pas les torchons et les serviettes. Hein. Je ne rebondirai pas sur cette remarque. Rongier est à 13,50 pour information. C'est une très belle cote. Bon, par contre, je te souhaite bon courage à chaque frappe. On espère qu'il y a un coup de vent, un truc qui va l'aider quand même. Et à combien qu'il marque un jour. Hein. Le but de Payet. Parce que généralement, lui, quand on le chauffe sur des Nice, il va être chaud. C'est vrai. Dimitri Payet est à 3,50. Ah, c'est intéressant. Ah, on a Léozinho qui nous donne un pari sympa. J'aime bien ce genre de petits trucs. Il nous dit Saliba contre son ancienne équipe. Saliba qui a tendance à prendre tous les ballons de la tête sur corner, mais qui n'encadre pas beaucoup, pourquoi pas. Écoutez, c'est avec un peu de réussite sur cette rencontre. Saliba qui fait un joli pied de nez à son ancienne équipe, pourquoi pas. Je suis en train de le chercher. Cote à 40.
c'est très très beau, ça vaut presque le coup de mettre un petit 1 euro. Tu vois tes free bets qu'on va t'offrir avec grand plaisir, Maxime. Pourquoi pas aller mettre un petit euro sur Saliba, ça se tente? Je vais suivre Léozinho, allez. Allez, Léozinho. Et avec un gros chambrage sur le parquage visiteur. Et je crois qu'il y aura personne. Tu sais quoi, Léozinho, je m'engage. Si Saliba marque ce week-end face à Nice, si tu as un compte The Bet ou si tu en crées un d'ici là, je m'engage à t'offrir 15 euros de free bet. C'est pour moi, c'est cadeau. Si Saliba marque. Ok, t'hésites pas, tu viens me contacter ou tu me réécris au prochain live Twitch et on t'offre ça avec grand plaisir. Bah écoutez, l'émission touche à sa fin. Je voudrais vraiment vous remercier les gars parce que d'abord vous remercier pour le soutien au quotidien. Voilà, la force que c'est grâce à vous aujourd'hui que j'en suis là, que j'ai pu m'émanciper du phocéen, créer mon propre truc. Donc voilà, c'est grâce à des gens comme vous. Donc un grand merci et évidemment un grand merci pour votre participation sur l'émission. Je sais que je crois que Maxime, tu es au travail si je me trompe pas. On a Guillaume qui est parti de son job à l'avance, c'était pas prévu en télétravail et tout. Donc voilà, vous avez eu vraiment envie de participer, ça me touche et on a passé un bon moment. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Ouais, c'était un plaisir, vraiment super cool de pouvoir participer. Bah pareil, plaisir partagé. On revient quand tu veux. Et puis, comme tu dis, hein, allez l'OM! Bah voilà, on est obligé de finir comme ça. Allez l'OM, les gars. Pingu qui nous dit qu'il a passé une belle émission. Et ben voilà, c'est tout ce qu'on demande. J'espère que vous avez passé un bon moment, tout comme nous. Et allez l'OM!